Bienvenue sur Gabon 24. Pour vous qui nous rejoignez à l'instant, sachez que c'est l'heure de votre magazine hebdomadaire consacré à l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Ici l'Afrique, au sommaire de ce numéro, les appels à la réconciliation de certains acteurs politiques de l'opposition, voire même de la majorité présidentielle au Gabon, l'Afrique du Sud et le problème nommé Zouma, les Corées du Nord et du Sud qui célèbrent leur entente autour des JO d'hiver. Deux invités pour nous aider à cerner les contours de tous ces sujets. Michel Ndonguesso qui revient, il est l'un de nos consultants politiques, et Laurent Monti, notre spécialiste de géopolitique africaine. Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. On commence tout de suite par l'actualité au Gabon. 10 mois après le dialogue politique d'Angondjé, certains partis politiques proches de l'opposition ou non appellent à la réconciliation nationale. Une réconciliation nationale pour qui et pourquoi? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Larding Mamba. 9 partis politiques de l'opposition gabonaise ont animé une conférence de presse ce vendredi au siège du Parti du Front d'égalité républicaine dans le 4e arrondissement de Libreville. Plusieurs sujets étaient au menu de ces échanges. Face aux journalistes, les présidents de ces regroupements politiques ont fait le tour de l'actualité nationale et internationale et appellent à la cohésion nationale. Nous, partis politiques de l'opposition, réunis ce jour, rappelons l'impérieuse nécessité d'une réconciliation nationale conformément à l'appel du 30 décembre 2017 pour préserver le peuple gabonais de tout dommage. Dénonçons et condamnons toute forme de négociation secrète susceptible d'aboutir à un partage de gâteaux et d'aliéner davantage les intérêts du peuple gabonais. Actualité nationale oblige, l'augmentation du prix du carburant qui a paralysé le trafic urbain dans la journée du lundi n'est pas restée en marge de cette conférence de presse. La crise économique qui accable les Gabonais depuis des années les écrase davantage par les mesures impopulaires qui se traduisent par l'augmentation unilatérale des tarifs de carburant, d'électricité et d'eau que nous exigeons d'annuler. Fort de tout ce qui précède, nous, partis politiques réunis ce jour, émettons de fortes réserves sur notre participation aux élections législatives à venir si les conditions de transparence ne sont pas réunies et les accords d'Angondjé respectés. Ces différentes formations politiques appellent le gouvernement et le chef de l'État à tout mettre en œuvre pour sortir de l'apathie ambiante en répondant aux justes revendications. Michel Ndonguesso, on a entendu dans cet élément comme raison la crise économique qui secoue le pays depuis plusieurs années et puis des mesures impopulaires que prendrait le pouvoir, autant de choses qui pourraient justifier la sortie de cette coalition de l'opposition. Est-ce que ça vous semble assez convaincant comme argument? Non, dans ce cas, il faudrait que, n'est-ce pas, les acteurs politiques changent de contenu parce qu'en fait, lorsqu'on parle de réconciliation nationale, on suppose qu'en amont, le lien national a été fissuré, qu'il y a eu une crise qui a, n'est-ce pas, dressé les Gabonais contre d'autres Gabonais. Et donc, la réconciliation nationale vient panser les plaies, vient en réalité réunifier le peuple. Les arguments politico-économiques, tels que ceux, n'est-ce pas, brandis par n'est-ce pas, les hommes politiques en question, ne nous amènent pas effectivement à tirer la sonnette, l'alarme pour parler d'une conciliation nationale ou d'une réconciliation nationale. Et encore que ce qu'il faut éviter, ce sont des politiques de placement, positionnement et repositionnement, la logique du partage du gâteau. Ça, on aura le temps d'en parler tout au long de cette émission. Est-ce qu'à votre avis, une réconciliation nationale, Laurent Monti, s'impose et pourquoi? Alors, parler de réconciliation nationale aujourd'hui, quand on regarde le contexte politique actuel, il y a effectivement, au sortir de l'élection du 27 août dernier, il y a effectivement eu une crise. Parce que même si on la nie, la crise, elle est là. Par conséquent, les instruments étaient imaginés pour sortir de la crise. Donc, il y a eu un premier dialogue initié par le camp de Jean Ping, un autre dialogue initié par le camp du président Ali Bongo Ondimba, et maintenant on nous parle d'un troisième dialogue. Moi je pense que les enjeux sont ailleurs, les enjeux doivent être dans la véritable recherche d'asseoir une vraie démocratie au Gabon.
Comment l'asseoir? Est-ce que c'est en multipliant les dialogues? C'est très important, c'est important de dialoguer. Mais au sortir de ces dialogues, quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre? Je pense que le débat, il est là. Comment redonner vie à notre système démocratique de manière à ce qu'aux prochaines élections, on ne soit pas à s'en remettre à un énième dialogue pour résoudre des problèmes que nous tous, nous connaissons et auxquels nous pouvons tous apporter des solutions concrètes. Cette éventualité, à y regarder de près, divise plus qu'elle ne rassemble. Parce qu'à partir de là, y a-t-il pas lieu de penser que l'entreprise est déjà vouée à l'échec, vu que l'opposition elle-même n'est même pas unie? Pour moi? Oui. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, quelle est la préoccupation des Gabonais? C'est ça la vraie question. Moi, je pense qu'il y a deux axes d'approche à avoir. Un, le bien-être des Gabonais. Deux, le renforcement de notre système démocratique. Est-ce qu'aller à un énième dialogue favorise le bien-être des Gabonais? Est-ce que ça consolide notre système démocratique? Donc je me répète peut-être, mais l'enjeu il est ailleurs. L'enjeu il est au renforcement de notre système démocratique. Déjà l'opposition n'est pas unie sur cette question-là et je crois qu'en politique aussi il y a la notion de timing. Le moment où il fallait effectivement tout mettre sur la table, parler, mettre les points là où il faut. Ce moment-là, je ne sais pas s'il est opportun actuellement. La situation est grave, il y a une crise économique, une crise sociale, une crise politique. Est-ce que les instruments qui ont été mis en œuvre jusqu'à présent permettent d'y répondre de manière claire? Moi, j'ai quelques doutes. Mais dans le même temps, je crains qu'un énième dialogue ne serve pas à grand-chose, ne serve qu'à, in fine, une redistribution des postes. Mais au final, la situation des Gabonais au quotidien n'en se retrouvera pas améliorée. Mais le champ du signe est peut-être un signe. Et le signe ici, c'est peut-être que le dialogue d'Angondjé n'est pas parvenu à refermer toutes les plaies de la crise post-électorale. Michel Ndonguesso, le dialogue d'Angondjé comportait en soi les germes, n'est-ce pas, de ses propres limites. Dans un dialogue, si tant est que ce dialogue avait l'esprit d'une réconciliation, il fallait, à partir de ce moment, qu'il y ait une partie médiatrice. Et le médiateur, nécessairement, devrait être externe. Or, ce qu'il y a eu en Ngondjé, c'est que opposants et majorité se sont retrouvés et ont pris un ensemble d'engagements. Ils ont établi un calendrier d'application et l'opinion nationale, n'est-ce pas, suit à la lettre l'évolution de l'application. Est-ce que c'est une forme de rénonciation à cette caution que vous avez apportée à ce dialogue parce que vous y étiez en tant qu'expert? Non pas une renonciation, non pas un rejet de ce que nous avons nous-mêmes décidé, mais il s'agit de dire, n'est-ce pas, vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Certains de ceux qui appellent aujourd'hui à la réconciliation n'avaient pas répondu présent au dialogue. Et donc, on ne peut pas appeler à un énième dialogue sans effectivement qu'on ait la garantie que les résolutions que éventuellement nous prendrons seront appliquées. Et nous sommes habitués à quelque chose dans notre nation, c'est l'instrumentalisation des concepts. Et je voulais commencer par là, vous ne m'avez pas laissé terminer. Je crains fort que la notion de réconciliation nationale soit instrumentalisée à des fins politiciennes. C'est cela que moi, je recuse. S'il y a réconciliation, il va falloir qu'on en définisse les acteurs. Et je pense que l'acteur majeur, c'est le peuple gabonais. Et je doute fort, malheureusement, que ceux qui représentent l'opposition aujourd'hui aient vraiment l'intérêt national, l'intérêt du peuple comme préoccupation. On risque d'aboutir une fois de plus. Vous avez certainement l'espérance de ces choses. Une fois de plus, 93, nous avons eu 98, nous avons eu 2005. Nous avons abouti à quoi? À des jeux d'arrangement, à une redistribution du gâteau, mais ce n'est pas cela que le peuple attend. Et là, vous rejoignez ce que pense une partie de l'opposition radicale qui se dit, les acteurs qui appellent par exemple aujourd'hui à la réconciliation nationale cachent mal leur intention d'aller à la mangeoire. Doit-on leur en faire le reproche? Est-ce que finalement la politique, ce n'est pas aussi un jeu d'intérêt? Dans une république correctement constituée, M. Obianzé, l'opposition s'oppose et la majorité gouverne. Ça n'existe que dans les textes. Ça n'existe que dans les textes, effectivement, c'est ce que l'on peut souhaiter en pratique. Que l'opposition fasse pression, que l'opposition dite radicale fasse pression sur la majorité pour obtenir de celle-ci des avancées significatives. L'opposition intermédiaire, M. Obianzé, ça n'existe pas. C'est l'opposition des arrangements, c'est l'opposition qui négocie dans les couloirs. Vous la soupçonnez de quel côté? Vous la voyez où, cette opposition intermédiaire, cette opposition d'arrangement? Nous la voyons botter en touche. Nous la voyons, n'est-ce pas, insoucieuse des préoccupations qui sont celles du peuple lambda que je représente sur ce plateau. Nous habitons des quartiers où il n'y a pas d'adduction d'eau, où l'électricité, n'est-ce pas, n'arrive qu'à peine, où il n'y a pas de voie d'accès. Laurent Monti, lorsque cette opposition appelle par exemple à l'annulation de la mesure portant augmentation des prix du carburant à la pompe, est-ce que ce n'est pas une préoccupation des citoyens lambda? Elle est dans son rôle.
de rappeler justement le gouvernement à ses responsabilités. Michel parlait tout à l'heure de problèmes d'eau dans les quartiers. Ce n'est pas la responsabilité de l'opposition, ça il faut bien le dire. C'est la responsabilité de nos gouvernants d'apporter... Non, il parle en tant que contrepoids. Oui, bien sûr. En tant que contre-pouvoir. L'opposition doit justement être cette voix-là qui rappelle le gouvernement à ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle, sur la question des législatives, on peut avoir des avis partagés, parce que la représentation nationale est le lieu indiqué justement pour être le porte-voix du peuple. À ce moment-là, moi, je vous permettez de revenir sur un point. Moi, je pense que le vrai débat, il est ailleurs. Il est au renforcement de notre système démocratique. Parce qu'on peut aller à tous les dialogues possibles. Et là, l'incongruité de ce cas d'espèce, c'est qu'on veut aller à un troisième dialogue. On pourra faire un quatrième, mais l'enjeu, il n'est pas là. Déjà, dans le dialogue, quels sont les thèmes qui seront abordés? Quels sont les sujets qui seront abordés? Et quelle sera la force des propositions qui seront faites? Parce que, in fine, qui décide? Ce sont les autorités. Et donc, moi, je pense que les vrais enjeux sont ailleurs. Par exemple, on a parlé lors du dialogue d'Angonche de la limitation du nombre des mandats présidentiels. Ça, c'est une vraie question. Parce que lorsqu'une société sort d'une élection fracturée, il faut apporter des réponses claires, des réponses profondes. Et moi, je pense que les mesures qui ont été prises, on pourrait aller encore plus loin. Parce que la situation est telle qu'il y a des Gabonais qui ont été opposés les uns aux autres. Il ne faut pas négliger la charge émotionnelle qui a été consécutive aux élections. Par conséquent, il faut apporter des réponses concrètes. Et donc, les préoccupations des citoyens, à plus d'eau, enfin, à un meilleur vivre, à l'amélioration de leurs conditions de vie, participent de ces préoccupations-là. Donc, c'est normal que l'opposition pointe ces questions-là, mais je pense que le gouvernement essaye aussi, à son niveau, d'y répondre. Voilà, direction Yaoundé au Cameroun, nous attend Uriel Abaga. Uriel, qui suit de très près ce débat, merci, bonsoir. Que vous inspirent les appels à la réconciliation de certains acteurs politiques de l'opposition? Bonsoir Ismaël, bonsoir au panel. Sur la situation du Gabon que vous êtes en train d'évoquer actuellement sur le plateau, déjà il faut remarquer que toutes ces personnes qui appellent à la tenue des nouveaux dialogues, à la participation aux prochaines élections législatives sont d'anciens proches et d'anciens soutiens importants de Jean Ping, candidat malheureux lors de l'élection présidentielle de 2016. Il y a une situation où, qu'on le veut ou pas, qu'on l'accepte ou pas, Ali Bongo est président du Gabon, Ali Bongo dirige, Ali Bongo prend des décisions et on les applique sur la République. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une possibilité de troisième dialogue. Ces leaders sont dans une posture de participation à l'élection législative prochaine. Maintenant, ce que je crois qu'il est possible d'être fait, ce sont des tractations peut-être informelles, des tractations secrètes, parce que c'est la politique. Ils ont toutes les portes d'accès au palais de la présidence. Il y a un politicien qui l'a dit il y a quelques mois, ils connaissent tous les entrées de la présidence, que ce soit les entrées officielles, que ce soit les entrées officieuses. Donc, il y a une possibilité de faire des tractations en sous-marin. Donc, les leaders qui appellent à la tenue des élections présidentielles, des élections législatives, à la participation aux élections législatives sont dans une posture de participation personnelle à ces consultations électorales-là. Mais il faudrait, parce que c'est un fait qu'on ne peut pas nier, il y a une crise politique, peu importe son ampleur, la crise existe. Le camp de Jean Ping et le camp pro-Ali Bongo Ondimba, il faut trouver un consensus, il faut trouver un terrain d'entente. Parce que Jean Ping doit se rendre à l'évidence que Ali Bongo est président de la République et que ça ne va pas changer de sitôt. Ça ne va pas changer de sitôt. Ali Bongo est désormais établi comme président de la République. Alors parlons justement des élections législatives. Uriel le disait à l'instant. Est-ce que les atermoiements de l'opposition aujourd'hui face à l'enjeu du scrutin législatif feront-ils forcément le jeu du pouvoir ? Alors, moi, je pense que c'est un petit peu le jeu du verre à moitié plein, à moitié vide. D'une part, les réticences de l'opposition se justifient du fait qu'ils contestent la légitimité du président de la République, étant donné qu'il y a un certain nombre de griefs qui ont été pointés lors de l'élection. Ils estiment que la victoire de Jean Ping a été volée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme disait justement Uriel tout à l'heure, il y a une notion de timing. Aujourd'hui, quelle est la situation? Il faut regarder ces questions-là avec beaucoup de lucidité et se dire que est-ce que la politique de la chaise vide, in fine, sert les intérêts de l'opposition, j'ai envie de dire. Parce que même en parlant d'intérêt, il s'agit de l'intérêt du peuple gabonais. Alors, quelle est la meilleure façon de défendre les intérêts du peuple gabonais? Est-ce que c'est en menant la politique de la chaise vide ou alors en allant quand même aux élections, en essayant de garantir un certain nombre de points qui pourraient garantir la liberté de l'élection même, garantir la sincérité du vote des Gabonais? Moi, je pense que c'est là le véritable point. Au sortir du dialogue, donc, il y a une modification constitutionnelle qui a été initiée avec une réforme du code électoral gabonais.
quels sont les points d'amélioration qui ont été apportés pour garantir la sincérité du vote des Gabonais? Moi, je pense que c'est là le véritable enjeu. Une fois que ces points-là sont élagués, je pense que l'opposition peut regarder de manière claire comment participer au vote. Oui, est-ce que l'issue des élections législatives à venir pourrait être profitable à l'opposition et dans quelle mesure? Oui, le serpent ne se mordant pas la queue à 2 reprises, je pense effectivement que la stratégie infructueuse de 2012 va amener, n'est-ce pas, nos leaders politiques de l'opposition à se ressaisir et à élaborer des stratégies pour participer à ces élections législatives. Par contre, là où la démocratie bute encore dans nos États, c'est qu'on n'anticipe pas l'avenir. C'est la personnification du débat politique. On ne peut pas loger toute la tension sur la personne de Jean Ping. Il va falloir qu'à un moment donné, l'opposition ait la capacité de se régénérer. C'est-à-dire qu'il y a émergence de nouvelles personnalités qui peuvent porter le débat républicain à long terme. Mais Jean Ping, vous lui donnez quel âge? Je ne pense pas que d'ici 10 ans, il sera encore un acteur politique. Donc, le mal de l'opposition, c'est la capacité à anticiper dans les 10 ou 15 prochaines années. Il sera toujours un acteur politique, peut-être plus dans les starting blocks. Nous avons vu l'exemple du père Paul Mbaboussol qui vient de céder démocratiquement, n'est-ce pas, la gestion de son parti à ses compatriotes. Je ne dis pas que Jean-Pierre sera dans la tombe, mais je ne suis pas sûr que dans les 10 ou 15 ans à venir, il sera toujours un contrepoids à Ali Bongo Ondimba. Je dis que l'opposition devra prendre en compte les leçons de ses précédents échecs et envisager avec sérénité une préparation à ces législatives parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, du long terme. Voilà, nous allons parler de toute autre chose à présent. Direction Afrique du Sud. Cette semaine pourrait donc être décisive pour l'ANC, le principal parti au pouvoir dans ce pays. Les instances du parti doivent décider de l'éviction ou non de leur chef Jacob Zuma. L'actuel président de la nation arc-en-ciel a maille à partir avec sa famille politique pour des faits de corruption, de scandales sexuels et tant d'autres choses supposées ou avérées. La base du parti exige sa démission avant le terme de son 2e et dernier mandat qui court jusqu'en 2019. Reportage. Le sort du président Jacob Zuma n'est toujours pas fixé. On sait que des négociations sont en cours pour un départ anticipé du chef de l'État embourbé dans des scandales. De nombreux Sud-Africains spéculaient qu'au centre de ces discussions, une immunité contre toute poursuite judiciaire était au centre des négociations. Cyril Ramaphosa a mis court à toute spéculation. Une immunité contre toute poursuite judiciaire ne fait pas partie des discussions entre lui et le président Jacob Zuma, a-t-il indiqué aux députés de son parti, l'ANC. En effet, depuis que le leader de l'ANC a confirmé que des négociations étaient en cours avec le chef de l'État pour un départ anticipé, les spéculations vont bon train. Jacob Zuma, menacé par des poursuites judiciaires, serait en train de négocier une protection pour lui et sa famille. Dans les mois qui viennent, le président Zuma pourrait avoir à répondre de 783 chefs d'inculpation pour fraude, racket et corruption. Il est accusé d'avoir touché des pots de vin lors d'un contrat d'armement. Cyril Ramaphosa a également indiqué que les discussions avec le président Zuma seraient terminées d'ici 1 ou 2 jours. Le discours à la nation du chef de l'État qui marque habituellement l'ouverture du Parlement pour l'année a été reporté et aucune nouvelle date n'a été fixée. Toute l'opposition est catégorique. Ils ne laisseront pas Jacob Zuma prononcer le prochain discours à la nation. Si le chef de l'ANC ne parvient pas à faire partir Jacob Zuma, l'opposition s'en chargera. Elle a d'ailleurs demandé que le vote d'une motion de défiance contre le chef de l'État prévu le 22 février soit avancé à mardi prochain. C'est une menace à prendre très certainement au sérieux. C'est une actualité africaine très suivie par la presse du continent. Direction tout de suite Lomé au Togo où nous attend Alphonse Ken de la radio Canal FM. Lomé, bienvenue. Votre guide de lecture sur l'épée de Damoclès qui pèse sur Jacob Zuma. Un président en exercice qui soit suffisamment empêtré dans les affaires de corruption et de sorte que cela fasse le tollé, que toute la nation s'attende à ce qu'il soit destitué avant la fin de son mandat. Je pense que c'est suffisamment grave pour son image, pour l'homme politique qu'il est et pour l'avenir, pour le restant de sa vie, parce qu'après les élections, après le mandat, la vie continue. Vous voyez. Alors, des dernières choses, il me semble aussi que nous comprenons en tant que journalistes que la détermination avec laquelle les détracteurs de Jacob Zuma travaillent contre lui aujourd'hui
nous permet de croire qu'il partira. Il partira avant la fin de son mandat, parce que même ses alliés qui lui permettent aujourd'hui de rester et d'être toujours à ce poste, parce que bloquant toutes les issues, et ses alliés aussi finiront par comprendre que après Jacob Zuma, leur carrière politique continue et qu'ils doivent pouvoir se défendre pour être réélus au nom de ce parti dans leurs différentes localités. Et ça, c'est important quand vient le moment de jouer sa propre carte d'acteur politique. Ils le lâcheront. Peut-être qu'ils vont donner le tout pour lui, mais après, pour pouvoir se positionner et dire, Monsieur le Président, on a pu faire le maximum pour vous. Mais on ne peut pas être dans le noir ensemble et aller jusqu'à se confronter au mur. Il faut que chacun comprenne à un moment donné les enjeux politiques qui se présentent aux pays africains et que les acteurs puissent décider dans le sens de ce qui profite aux Africains. Alphonse Ken, journaliste à Canal FM, une radio très prisée des Loméens au Togo. Jacob Zuma est sans doute sur les traces de Robert Mugabe. Pourquoi l'ANC choisit presque la voie de l'humiliation pour se défaire de son chef? On commence avec vous, Laurent Monti. Sur l'Afrique du Sud, la question est vraiment sensible parce que qui parle d'Afrique du Sud parle de Nelson Mandela, c'est indéniable. Donc on a assisté à une forme de continuité entre Nelson Mandela et Thabo Mbeki parce que il est question de l'héritage politique de Nelson Mandela. Il y a une rupture avec Jacob Zuma parce que c'est sa gouvernance qui est décriée avec toutes ses affaires. Il y en a tellement avec les 15 millions d'euros qui ont été dépensés pour rénover sa villa. Donc ça fait que ça entache l'image du parti. Il y a des négociations qui sont en cours. Aujourd'hui même, Cyril Ramaphosa a tenu un meeting, a fait une déclaration même à l'occasion du centenaire de Nelson Mandela. Donc des négociations sont en cours parce qu'il faudrait organiser la sortie inéluctable de Jacob Zuma par le haut. Une destitution serait très humiliante pour lui. Par conséquent, il faudrait que le parti prenne ses responsabilités et contraigne Jacob Zuma à démissionner et non pas être destitué. Donc c'est cela tout l'enjeu. Parce qu'il y a des élections l'année prochaine et il faudrait que le parti puisse conserver la majorité. Parce que si Jacob Zuma va au terme de son mandat, il est possible que les élections soient vues comme une sanction pour lui. Le parti risque d'être sanctionné à cause de la gouvernance de Jacob Zuma. Tout cela, on en reparlera dans quelques instants. Quoi qu'il ait pu faire quand même, hein, nous sommes à moins d'un an des élections générales en Afrique du Sud. Est-ce que la base de son parti ne pouvait pas attendre le terme de son mandat pour le sanctionner? On reconnaît en M. Jacob Zuma un personnage politique très habile pour avoir survécu déjà à 8 motions de défiance. Mais je pense que dans les conditions actuelles, les taux s'est sérieusement resserré autour de lui. Et lorsque vous regardez ce qui est reproché à Jacob Zuma, c'est quoi? Des délits sexuels, des conflits d'intérêts, de la haute corruption. Qu'est-ce qu'il attend? Il devra répondre à plus de 780 chefs d'accusation. Et qu'est-ce qui est en jeu? C'est l'image de l'ANC. Souvenez-vous qu'en 2007, Thabo Mbeki avait dû céder le pouvoir pratiquement dans les mêmes conditions. Et je pense que les mêmes conditions produisant les mêmes effets, cette fois-ci, Jacob Zuma devra rendre son tablier. Est-ce que l'ANC règle-t-il finalement ses comptes à Jacob Zuma tout seul ou alors c'est un parti aujourd'hui qui bénéficie des influences externes au parti? Je vais parler par exemple de l'élite blanche qui est tapie dans l'ombre, qui pourrait être tapie dans l'ombre. Ismaël, il faut quand même noter que tout ceci montre quand même la vitalité de la démocratie sud-africaine, oui. Parce que Jacob Zuma est mis en cause par son propre parti. Je pense que les dirigeants actuels de l'ANC regardent dans le temps long. Dans le temps long, c'est le parti qui est mis en péril par les agissements de Jacob Zuma. Par conséquent, comment sortir par le haut? C'est en organisant une sorte d'exfiltration de Jacob Zuma, parce que la situation est intenable. Et je me répète, le risque est que le parti soit sanctionné pour la première fois que le parti de l'ANC se retrouve dans l'opposition. Il est question quand même de l'héritage de Nelson Mandela et Cyril Ramaphosa se positionne comme un héritier direct de l'héritage politique de Nelson Mandela. Jacob Zuma ne l'est pas moins. Jacob Zuma ne l'est pas moins, mais il a montré par sa gouvernance et par sa pratique du pouvoir qu'il n'est pas en droite ligne avec l'héritage politique de Nelson Mandela. Il a trahi l'héritage politique de Nelson Mandela, j'en conviens. Les scandales de Jacob Zuma lui valent aujourd'hui tous les péchés d'Israël. C'est peut-être une leçon de démocratie interne qui doit servir à d'autres partis politiques en Afrique.
Mais celle-ci garantit-elle forcément le succès électoral de l'ANC en 2019 ? Comme l'a dit Laurent, parce qu'il faut être équilibriste, il faut exfiltrer Jacob Zuma, il faut éviter que le parti n'ait une base électorale complètement cassée. Sur cette question, nous restons des spectateurs. Je ne puis vous dire laquelle des stratégies, n'est-ce pas, aurait été la plus efficace. Soit on protège le mandat et le charisme et la personnalité, tout ce qui va avec de Jacob Zuma, on prend le risque, n'est-ce pas, de le conduire à la fin de son mandat et on prend le risque, n'est-ce pas, de suer une défaite historique pour la première fois de l'ANC aux élections, soit, comme le fait Ramaphosa, on prend, c'est aussi un risque, n'est-ce pas, d'exfiltrer dans les conditions de compromis Jacob Zuma. Et ceux qui négocient, regardez bien, pourquoi il y a ce timing prolongé? C'est parce que certainement, nous dit-on, Jacob Zuma négocie l'immunité pour lui et pour sa famille. C'est par contre sur ce sujet, n'est-ce pas, qu'il faille spéculer. Est-ce que la justice... là, pratiquement, la direction du parti a dit point d'immunité pour lui. Et ce sera inédit. Ce sera inédit et ce sera contraire à ce que, par exemple, on a vu au Zimbabwe, où Mugabe a pu obtenir des garanties. Et les deux cas de figure sont similaires. Et sauf que ça fera un cas d'école en Afrique du Sud, n'est-ce pas, qu'un président sortant soit poursuivi par la justice pour des délits qu'il aurait commis pendant l'exercice de ses fonctions. Il ne faut pas oublier que Jacob Zuma bénéficie encore d'importants soutiens au sein même de l'appareil décisionnel de l'ANC. C'est pour cela qu'on voit un petit peu ces atermoiements. Et je pense que ce cas n'est pas si facile. C'est pour cela qu'effectivement, je suis d'accord avec Michel, dans le sens où Jacob Zuma négocie les conditions de son départ. Il essaie d'avoir un certain nombre de garanties. Ça rappelle effectivement le cas de Robert Mugabe. Alors, comment garantir le fait qu'il n'y ait pas de poursuite, une certaine immunité pour lui? Mais c'est un cas, c'est une patate chaude pour Cyril Est-ce que c'est une immunité qui doit lui être confiée, attribuée ça? Est-ce qu'il doit bénéficier de cette immunité, à votre avis, pour éviter trop de cassures au sein du parti, par exemple? À mon avis, la question est complexe. La question est complexe parce que, encore une fois, il va de la survie de l'ANC. Faut-il sacrifier une personne pour que l'héritage politique et l'histoire de l'ANC ne soient pas totalement entachés? Parce que Cyril Ramaphosa, il a fait sa campagne sur le fait de redorer l'image de l'ANC et de lutter contre la corruption. Alors, est-ce que sa première mesure de devoir un petit peu accorder une certaine immunité à Jacob Zuma contribuerait à ses promesses de campagne? Moi, je pense que non. Il faut être responsable à un moment donné, et Jacob Zuma a commis un certain nombre de délits, et je pense que c'est à la justice sud-africaine de trancher. Mais l'urgence pour l'ANC, pour ne pas avoir à subir un revers électoral, est de exfiltrer, entre guillemets, Jacob Zuma. L'ANC sortira-t-il plus fort qu'avant, ou plus affaibli à l'issue de cette crise? Je pense qu'ils vont quand même y laisser des poils. Je pense que le poids politique de l'ANC, ne serait-ce que dans le fief politique du natal de Jacob Zuma, va sérieusement s'effriter. Et ça, je peux vous le dire, j'en suis certain. Allons pour terminer en Corée du Sud, où se déroulent en ce moment les Jeux Olympiques 2018, un moment historique. Les sportifs de Corée du Nord et de Corée du Sud ont défilé ensemble lors de la cérémonie d'ouverture. Moment fort et nouveau symbole du rapprochement inattendu entre les deux pays à l'occasion des Jeux qui ont débuté vendredi dernier. Suivons. Un défilé et une poignée de main pour l'histoire. Les Jeux Olympiques d'hiver 2018 ont officiellement débuté vendredi à Pyeongchang avec un échange de politesse encore impensable il y a quelques semaines entre la sœur de Kim Jong-un et le président sud-coréen comme un symbole des Jeux de la paix voulus par le pays organisateur. Une image fugace mais un sourire partagé. C'est au début de la cérémonie d'ouverture que Kim Yo-jong, premier membre de la dynastie régnant au nord, a foulé le sol du grand rival depuis la fin de la guerre de Corée en 1953 et Moon Jae-in, président de la Corée du Sud, se sont serrés la main. Un geste d'une banalité absolue qui révèle pourtant de l'extraordinaire au regard de la situation géopolitique. Autre symbole fort intervenu une heure plus tard lors du défilé des athlètes, le passage en commun des sportifs des deux pays vêtus de blanc et dont les tenues indiquaient seulement le mot « Corée » dans le dos. Groupés derrière le drapeau de l'unification coréenne, la silhouette bleu pâle de la péninsule sur fond blanc, les Coréens ont reçu une grande ovation de la part de 35 000 spectateurs réunis dans le stade olympique sous le regard des dirigeants des deux pays.
Les JO 2018 qui s'étaleront jusqu'au 25 février sont donc d'ores et déjà témoins d'un spectaculaire rapprochement entre les deux Corées, ennemies historiquement officielles, toujours en guerre depuis 1953. La Corée du Nord et Corée du Sud unies par le sport, ça doit faire mal aux jaloux que je soupçonne ici sur ce plateau, de leur amour, même de circonstances. Qu'est-ce qui a sonné le déclic de cette lune de miel? Mais qu'est-ce qui divisait fondamentalement les deux Corées? On commence par cette première question. Qu'est-ce qui a sonné le déclic de cette lune de miel entre les deux Corées? Écoutez, Ismaël, les deux Corées sont officiellement encore en guerre depuis 1948. Officiellement. Le sport a ceci de particulier qu'il peut transcender les clivages politiques. Et je pense que on le présente d'ailleurs comme un beau trait d'union entre les peuples. Effectivement, et ces images, on les attendait tous plus ou moins, mais elles ne peuvent pas cacher la réalité sur le terrain. La réalité est qu'on a une Corée du Nord qui ne compte que sur sa capacité de nuisance, sa capacité de nuisance avec l'arsenal nucléaire qu'elle est en train de développer. Par ailleurs, on a une Corée du Sud qui est très forte sur le plan économique. Une réunification des deux Corées ferait de facto une puissance nucléaire et économique. Oui, ça c'est pour les perspectives. Alors, qu'est-ce qui, par exemple, a sonné le déclic de cette lune de miel après la lune de fiel? Qu'est-ce qui, pardon? Qu'est-ce qui a sonné le déclic de cette lune de miel? Qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Oh, je pense qu'en réalité, ils essayent de court-circuiter les États-Unis. Très bien. C'est ça la vraie question. Mais ça reste encore pour moi de l'ordre du symbolique parce que les discussions directes entre les deux Corées ne sont pas de mise, mais simplement ce sont des signaux forts tout de même. Parce que c'est la sœur du président Kim Jong-un qui est représentée aux côtés du président Moon. Et je pense qu'aujourd'hui, des négociations directes entre les deux Corées ne sont pas envisageables parce que les intérêts sont trop importants. D'une part, les États-Unis qui chapeautent plus ou moins la Corée du Sud, et d'autre part, on a la Russie et la Chine qui sont les soutiens principaux de la Corée du Nord. Par conséquent, les discussions directes ne peuvent pas avoir lieu. Il faudrait d'une part déjà que les discussions aient lieu entre les trois principales forces en présence, les États-Unis d'une part et la Chine et la Russie, parce qu'in fine, ce sont eux qui ont la solution. Alors, est-ce qu'on va dire avec vous, Michel Ndoyesso, qu'il s'agit là d'une entente de façade juste pour défier Trump? Entente de façade, j'irai plus loin que ça. Il ne faut pas quand même refuser à Kim Jong-un la capacité, n'est-ce pas, de réfléchir au-delà des apparences. Je pense qu'il est dans une stratégie diplomatique, comme l'a dit Laurent Monti, qui vise, je ne sais pas s'il va atteindre ses buts, mais à isoler les États-Unis. N'oubliez pas que la crise de Corée, attention, elle n'a pas pour centre neurologique les deux Corées. La crise de Corée, c'est la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique, puisque cette crise est née, comme vous le savez, comme vous le soupçonnez, dans le contexte de la guerre froide. Et elle a pour acteur, Laurent Monti l'a très bien fait de le souligner, les États-Unis d'une part en soutien au Sud, la Russie et la Chine en soutien au Nord. Lorsque vous regardez le cahier de sortie de crise proposé par la Russie, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de contraindre les États-Unis à baisser considérablement leurs exercices militaires, et en espérant que ceux-ci obtiendraient, n'est-ce pas, de la Corée du Nord, une réduction de leurs tests balistiques. Et donc, le rapprochement que Kim Jong-un opère avec le président Moon, qui est d'origine nord-coréenne, ce n'est pas un fait fortuit, est hautement stratégique. Nous ne savons pas si Trump se laissera prendre au piège, et c'est effectivement à ce niveau, c'est la capacité de Trump à soupçonner la stratégie de Kim Jong-un qu'il faut maintenant interroger. Justement, est-ce que les deux Corées ne se rendent pas finalement compte que ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise? Certainement, il y a une charge historique à prendre en compte. Il y a des familles qui sont de part et d'autre de la frontière. Mais permettez-moi de souligner quand même que Kim Jong-un a réussi un gros coup diplomatique parce qu'il a pu rentrer dans une forme de tête-à-tête avec Donald Trump, donc la petite Corée du Nord, face aux États-Unis. Et on a assisté de façon totalement médusée à un dialogue. On avait presque l'impression d'avoir affaire à des adolescents. Et moi, je pense qu'il a su replacer le cas coréen sur l'échiquier de l'Asie du Nord-Est. Mais ce qui les unit, à mon sens, c'est beaucoup plus fort parce qu'il y a une charge historique et je pense que la Corée n'a pas d'autre chemin que d'aller vers la réunification à l'image de ce qui s'est fait en Allemagne et ce qui ferait de facto une puissance économique et militaire. Ce qui a divisé les deux Corées hier ne risque pas de se reproduire sur le long terme? Oui, ce qui a divisé les deux Corées, c'est l'inféodation, n'est-ce pas, aux puissances extérieures, que sont les États-Unis d'Amérique, je l'ai dit tantôt, pour la Corée du Sud, et à l'époque, l'URSS pour la Corée du Nord. Donc, en réalité, l'approche
de Kim Jong-un peut être productive, si et seulement si elle vise à réunifier, ne serait-ce que culturellement, et le sport en peut être un facteur, les deux Corées. Et de cette manière, on pourra avoir abaissé de façon considérable l'impact des États-Unis sur la Corée du Sud. Mais ce n'est que dans des perspectives. Voilà, justement, on va rester dans cette perspective avec d'abord Luc Mayo qui nous attend depuis Paris, notre correspondant. Lui, on n'oubliera pas de sitôt cette belle entente affichée par les deux délégations d'athlètes nord- et sud-coréens. Qu'est-ce qui illustre, à votre avis, cette entente qu'on dit de façade? Les 23e Jeux olympiques d'hiver se sont ouverts ce vendredi en Corée du Sud. L'événement marquant lors de la cérémonie d'ouverture a été le rapprochement confirmé entre les deux Corées. Elle a été marquée par la présence à la tribune de la sœur du leader nord-coréen venue remettre l'invitation à son homologue sud-coréen pour confirmer et prolonger ce dialogue commencé entre les deux Corées. L'autre événement marquant a été le rapprochement entre les deux fédérations de hockey féminin des deux pays. Les deux pays ont défilé sous bannière commune, ont fait équipe commune. Un peu à l'instar de ce qui se passe dans le rugby entre les deux Irlandes, l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, dont la fédération de rugby n'a jamais acté la séparation. Au moment où les nationalismes poussent presque à l'implosion des pays comme le Cameroun à travers la crise anglophone, le Sahara occidental pour le Maroc ou encore la Catalogne pour l'Espagne, la Corée du Sud et la Corée du Nord sont en train de confirmer un rapprochement qui a commencé dans les années 2000, comme je le disais il n'y a pas longtemps, et qui se prolonge actuellement. Espérons simplement que ce dialogue, au-delà des Jeux olympiques, continuera et permettra de mettre fin à l'un des avatars de la Deuxième Guerre mondiale. Nous nous souvenons que l'Allemagne a marqué également sa réunification dans les années 89 et qu'elle était elle aussi victime dans sa séparation de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, espérons à la fois que l'exemple allemand portera, que l'exemple irlandais aussi portera et que l'exemple coréen permettra au nationalisme qui voit le jour sur le continent africain de se poser des questions au minimum et surtout de consolider l'unité nationale des différents pays africains menacés par leur nationalisme. Voilà qui est dit par Luc Mayo. On revient sur ce plateau. Est-ce que cette entente peut aller au-delà des Jeux olympiques d'hiver qui se déroulent en ce moment? Non, je ne pense pas. Je crois d'ailleurs que c'est précipité d'appliquer le cas de la réunification des deux Allemagnes, n'est-ce pas, au cas des deux Corées. Je pense que ce qui est en perspective dans le cas des deux Corées... Je crois qu'il a beaucoup plus émis le souhait. Oui, c'est un souhait, mais je ne pense pas que dans les 50 prochaines années, on puisse y arriver. Je pense que ce que chercheraient les pacifistes, c'est une coexistence pacifique. Permettez-moi l'emprunt du terme. C'est une coexistence pacifique. Vous voyez, les enjeux militaires, il faut le dire, les enjeux militaires sont tels qu'un affrontement direct entre la Corée du Nord et les États-Unis conduirait à un anéantissement de la planète. Ce serait une guerre nucléaire. Et ce sont des enjeux pacifistes, n'est-ce pas, qui sont visés ici, qui, n'est-ce pas, concernent, qui, n'est-ce pas, doivent concourir à une coexistence pacifique entre les deux peuples et non à une éventuelle réunification. Je ne pense pas que la réunification en un seul État soit déjà à l'ordre des débats. Vraiment, je ne pense pas. Est-ce que c'est une alternative, une réunification des deux Corées? Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle est envisageable? Je ne vais pas prendre Michel à contre-pied, mais je pense que le contexte est favorable parce que le président Moon n'est pas spécialement pro-américain comme ses prédécesseurs. Il est d'ailleurs même, il a une politique chinoise plutôt favorable, plutôt apaisée vis-à-vis de la Chine. Et c'est d'ailleurs très mal vu de la part du côté américain. Donc, et d'ailleurs, on a vu aujourd'hui aussi que le président Kim Jong-un a invité son homologue sud-coréen. Donc, je pense que le contexte est favorable à un dégel des relations, à initier, ça ne s'est jamais vu par le passé, à des discussions à un tel niveau. Donc, on peut avoir les deux présidents qui discutent, et ça, c'est déjà un pas très important. Parler de réunification tout de suite, effectivement, je partage son avis, ce n'est pas d'actualité, mais c'est graduel. Déjà que les présidents arrivent à se parler, arrivent à régler un certain nombre de questions liées aux questions frontalières, aux familles qui ne peuvent pas se visiter de part et d'autre de la frontière, donc des questions bien précises qui peuvent être mises sur la table. Après, il y a donc toutes ces questions qui relèvent de la baisse des tensions militaires, donc baisser d'un cran le niveau d'alerte des troupes. Je pense que ces discussions-là peuvent servir à cela, donc servir, comme il le disait, à une coexistence pacifique, in fine, avec en ligne de mire, dans le temps long, la réunification des deux Corées. Je pense que ça peut être vu dans ce sens. Ainsi se referme ce numéro, bien malheureusement. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est des débats qu'on peut mener jusqu'à demain matin. On se retrouve très bientôt sur Gabon 24.